Bienvenue sur Papatriarcat. Je suis Cédric Rostin, votre hôte, et je suis ravi de vous accueillir dans ce podcast pour parler ensemble de parentalité, d'éducation, de promotion des droits de l'enfant tout en s'affranchissant du modèle patriarcal. Nous visons une société plus juste, pour toutes et tous, au travers du partage de spécialistes et aussi des vécus de nombreux parents qui cheminent. Je vous invite à nous écouter, à essayer de construire des ponts au lieu de dresser des murs, car ce n'est pas parce que nous voulons aller au même endroit que nous devons forcément prendre le même chemin, pour nous et surtout pour nos enfants. Et si nous prenions le temps de réfléchir à la manière dont notre société traite les femmes enceintes et mères, tout en luttant contre le patriarcat et les stéréotypes de genre? Dans cet épisode, nous allons explorer ce sujet complexe avec Noémie Delattre. Artiste engagée, féministe et maman, Noémie est une voix incontournable dans la lutte pour l'égalité des sexes en France et l'autonomisation des femmes. Elle est connue pour son approche persuasive et sincère, ainsi que pour ses nombreuses interventions artistiques qui ébranlent les normes sociales. Que ce soit avec son spectacle Féministe pour hommes ou l'harmonie des genres qu'on peut actuellement retrouver partout en France et à Paris, elle nous invite à réfléchir avec créativité et souvent beaucoup de rire à ce que nous prenons pour acquis afin d'évoluer vers une société plus juste. Avec Noémie, nous avons discuté en profondeur de la manière dont son parcours de militante féministe a influencé sa vision de la maternité. Elle nous révèle comment elle a pris conscience des injustices patriarcales à travers sa propre expérience de grossesse et de maternité. Noémie partage avec nous son cheminement personnel, de la découverte de la réalité des violences obstétricales à l'importance de l'éducation bienveillante pour ses enfants. Nous abordons des questions importantes comme comment la société gère-t-elle la nature et l'expérience de la grossesse et pourquoi le choix éclairé et libre est-il essentiel pour toutes les femmes. Cet échange est une véritable plongée dans les émotions, la réflexion et les outils pratiques pour déconstruire les stéréotypes de genre, à la fois pour les mères et pour leurs enfants. Noémie nous invite à questionner les normes établies et à envisager des alternatives plus justes et égalitaires. Restez avec nous, vous allez adorer cet épisode. Non seulement vous découvrirez des perspectives nouvelles et enrichissantes sur la parentalité et le féminisme, mais vous repartirez aussi avec des outils concrets pour soutenir et promouvoir une société plus équitable. Préparez-vous à être inspiré et sûrement ému, comme moi, par les paroles touchantes de Noémie Delattre. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser une note avec un max d'étoiles et commenter partout où c'est possible, comme sur Apple Podcast et Spotify. Là-bas, je peux même vous répondre. On se retrouve aussi sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Vous pouvez aussi réagir en laissant un audio sur l'outil SpeakPipe, même depuis votre téléphone, le lien est en description. On y va tout de suite avec ma première question. Noémie, comment est-ce que ton parcours de militante féministe a influencé ta vision de la maternité? Est-ce que tu étais déjà dans ce parcours-là avant d'être mère et du coup, est-ce que ça a eu une influence sur ton devenir mère ou pas? Je vous souhaite une très bonne écoute. Ma conscience féministe est née très peu de temps avant mon fils. C'était assez récent. J'ai commencé à avoir ces préoccupations vers 30 ans, ce qui est déjà tard, mais sans du tout nommer ça féminisme, même au contraire. Enfin, je faisais partie de ces femmes qui disaient « Ah non, je suis pas féministe, je suis pas en guerre contre les hommes, ça va, c'est bon, je m'épile. » Enfin, voilà, donc j'étais pas du tout dans... Voilà. Et c'est aux alentours de mes 35 ans à peu près que ça a commencé à devenir un peu plus politique, un peu plus théorique, un peu plus pensé, quoi. Mais justement, ça restait assez théorique, c'est-à-dire que je constatais évidemment les inégalités. Donc je précise pour celles et ceux qui nous écoutent, donc je suis blanche, sans handicap, parfaitement intégrée au modèle. Enfin voilà, je suis mince, pas moche, pas vieille, etc. Et je suis une bourgeoise. Et bref, à part que je suis une femme, je suis une femme cis. Je n'ai que des privilèges et donc tous ces privilèges ont toute ma vie plutôt contrebalancé les discriminations que je pouvais subir en tant que femme. Et donc je me rendais pas vraiment compte en fait. J'avais pas le sentiment d'avoir vécu dans ma chair les injustices et les discriminations liées au fait que j'étais une femme. Je dis bien l'impression, parce que je me suis rendu compte après coup que, En fait, bien sûr que si, comme tout le monde. Mais voilà, je ne le savais pas. Et quand je suis tombée enceinte, là vraiment l'expression tomber enceinte a pris tout son sens. C'est-à-dire vraiment, je suis tombée dans le patriarcat, je suis tombée dans le sexisme, la misogynie de notre monde. Enfin, c'est-à-dire que là, cette fois-ci, je me suis pris un gros coup de pelle dans la gueule, quoi. C'est-à-dire que là, d'un coup, c'était vraiment dans mon corps, dans ma vie, dans mon quotidien, que je pouvais constater que j'étais, comme toutes les femmes et les minorités de genre, absolument, totalement et injustement discriminée, quoi. comment ça se traduisait concrètement autour de cette grossesse?
on te demande d'être mère, c'est censé être ton seul rôle. Donc, on te demande de l'être, et 2, on te demande de pas nous faire chier avec. Donc, une fois que t'es mère, c'est bon, t'as fait ce que t'avais à faire. Il est plus question que tu réclames des droits en tant que femme, des droits en tant qu'artiste, des droits en tant que travailleuse, des droits en tant que petite copine, des droits en tant que sœur, des droits en tant que public, en cliente, rien. C'est fini. Même en tant que parisienne, c'est-à-dire que c'est terminé. Un enfant nous fait pas chier, quoi. Ah, nous fait pas chier. Tu prendras plus le métro parce que en fait il n'y a pas d'escalator, il n'y a pas d'ascenseur. Tu vas te foutre le métro dans le cul, tu vas te mettre le bus dans le cul, tu vas te mettre la circulation dans le cul, tu vas te mettre les horaires dans le cul, tu vas te mettre les musées. C'est terminé. En fait, ta vie est terminée. Tu vas être une femme enceinte en un seul mot, et puis ensuite tu seras une mère. Enfin, tu vas disparaître. C'est une espèce de vortex dans lequel tu tombes, et c'est fini, quoi. Et en fait, quand tu te révoltes contre ça, ce qui est relativement légitime, tu t'aperçois que en fait c'est pas possible. C'est-à-dire, moi je me souviens, je jouais dans une pièce de théâtre à ce moment-là, et va falloir refaire les affiches, va falloir changer les costumes. Je disais, ouais les gars, mais vous pensez que vous êtes nés du cul d'une poule? Je veux dire, pour que vous soyez là à me faire chier, c'est qu'il y a une mère qui vous a enfanté, quoi. Donc oui, en fait, c'est la vie. Et en fait, j'étais fascinée de voir que les gens considéraient que c'était la seule responsabilité des femmes. Il y avait un côté, en plus maintenant qu'il y a la contraception, maintenant qu'en gros on peut choisir de faire un enfant, soi-disant, c'est tu l'as voulu, tu vas pas nous, tu vois, comme si c'était mon choix. Mais moi j'ai choisi d'avoir un enfant, j'ai pas choisi d'être enceinte. La grossesse, c'est un dommage collatéral. Tu vois, c'est pas parce que tu choisis. C'est deux choses différentes. Il se trouve qu'effectivement, c'est généralement lié quand tu portes toi-même ton enfant, mais tu peux très bien avoir très envie d'un enfant et ne pas avoir envie d'être enceinte et le subir parce que c'est la nature. Donc ça, évidemment, on peut pas imputer la nature au patriarcat. En revanche, on peut lui imputer la manière dont on gère la nature, tout à fait. La manière dont on équilibre, dont la société est construite, dont les horaires de travail sont construits, dont les transports en commun sont construits, l'urbanisme, le monde entier est construit en dépit des personnes enceintes, quoi. C'est extraordinaire. Et comment ça se passe du coup après par rapport à ce parcours, à l'accouchement et tout? Est-ce que toi t'as connu, tu sais, aujourd'hui on parle notamment des violences obstétricales et gynécologiques. Est-ce que ce sont des choses que tu as connues, peut-être, si tu veux en parler? Et aussi bien sûr après l'accouchement, le début de postpartum, qui devient quand même un gros sujet de société. Ouais, alors moi j'ai été fascinée, ça aussi c'était une découverte énorme. Donc, je suis tombée enceinte. Je savais pas du tout où je voulais accoucher, ni comment, ni rien. Enfin, je m'étais pas posé ces questions-là. Enfin, tu vois, je savais pas. Tout ce que je savais, ce que tout le monde m'avait dit, c'est: ah là là, mon Dieu, il y a pas assez de maternité, il y a pas assez de place. Donc, à la seconde où tu tombes enceinte, il faut que tu réserves dans une maternité, sinon tu vas te retrouver accoucher sous un pont, quoi. Ah ouais. C'était la légende il y a 10 ans. Je crois que ça a un peu changé, mais pas tant que ça. Mais en tout cas, c'était vrai. C'était pas c'est-à-dire qu'il y avait vraiment des histoires de il faut réserver tout de suite et tout. Et ne sachant pas ce que je voulais, j'ai réservé dans les 2 maternités les plus opposées possibles. C'est-à-dire j'ai réservé. Alors, je vais pas les citer, du coup, pour pouvoir parler librement. Oui, puis surtout, en 10 ans, elles ont peut-être évolué aussi. Donc. Et en plus, elles ont peut-être évolué, etc. Ça. Mais donc, j'ai réservé d'un côté dans une clinique privée dans l'Ouest parisien, dans le but de faire une césarienne programmée comme Madonna, quoi. Donc un truc, tu vois, tout médicalisé, tout machin, tout truc, tout bidule. C'est bon, on n'est plus au Moyen-Âge, profitons-en. Je vais pas coucher dans la paille et tout. Voilà. Et ouais, j'ai toujours avec le sens de la nuance qui me caractérise, évidemment. Et de l'autre côté, j'ai réservé dans une maison de naissance à l'Est, dans une étable. J'ai réservé un âne et un bœuf. Et puis je me suis dit que tout se passerait bien. Dans une maison de naissance à l'Est pour un accouchement physiologique dans l'eau, sans péridurale, blablabla. Parce que je me suis dit, tu vois, je vais rencontrer. Ah, là, t'as bien les opposés. Voilà, là. Bien les opposés. T'aurais pu être à domicile aussi, remarque. C'était plus compliqué pour un premier accouchement. Il y a 10 ans, ça restait vraiment. Mais ça l'est toujours, hein, je te rassure. Ça reste compliqué quand même. Mais sinon, ouais, ça me chauffait bien. Enfin, j'étais vraiment partie pour, tu vois, les deux. Voilà. Donc, il se trouve que j'ai commencé par rencontrer les gens à l'Ouest, qui étaient charmants. Mais vraiment, ce que j'ai compris, enfin, ce qu'on m'a fait comprendre très clairement, c'est que c'est pas moi qui allais accoucher, quoi. On m'a fait comprendre très clairement que le grand médecin blanc, le sachant, allait même pas m'expliquer, mais allait faire à ma place ce que moi, pauvre femme, pauvre femelle ignarde, j'allais être incapable de faire et même de comprendre, et que donc j'allais arriver, qu'on allait me donner, et puis alors on te parle un peu comme ça, alors on va vous donner, et puis vous repartirez avec le bébé dans les bras. Et j'étais, oh my god, ça ne va pas être possible. Déjà parce que je trouvais ça tout à fait impossible, mais en plus moi personnellement, particulièrement, j'ai vraiment des gros enjeux d'autorité, enfin de la manière dont on me parle, de libre arbitre. Je peux vraiment péter les plombs très très fort si je sens que je suis pas écoutée, que je suis pas entendue, que tu vois, si je me sens niée, je peux vraiment,
peut disjoncter vénère, quoi. Et donc là, je me suis dit, OK, le moment le plus important de ma vie, les hormones au taquet, je vais pas prendre le risque, tu vois, qu'on m'infantilise ou que. Donc, je savais que ça fonctionnerait pas. Et je suis allée à l'Est, où j'ai à nouveau vu des gens charmants, qui effectivement me parlaient de projets de naissance, tu vois, qui me semblaient beaucoup plus. Mais, enfin, je me pose une première question qui est, est-ce que le papa pourra être là, pourra dormir avec moi, enfin, pourra dormir surtout avec l'enfant qui vient de naître? Et elle me dit, ah bah non. Je dis, ah mais c'était à dire. Enfin, tu vois. Donc déjà, j'étais hyper choquée que le père ne puisse pas dormir et que ça lui semble normal. Et surtout, quand je lui ai demandé, mais pourquoi? Elle dit, bah imaginez, on rentre dans votre chambre, il est tout nu. Je dis, parce que vous comptez rentrer dans ma chambre sans frapper, c'est ce que vous êtes également en train de me dire? D'accord, donc ça va pas être possible. Et cerise sur le gâteau, j'apprends que, parce que je pose la question, que la personne qui aura suivi toute ma grossesse, etc., le travail, l'accouchement, sera peut-être pas la personne qui va m'accoucher. Parce que si au moment où j'accouche, cette personne n'est pas disponible, et je lui dis, mais c'est terrible. Elle me dit, elle me dit, et puis je vous préviens, si vous accouchez en plus de 8 heures, il y aura un changement d'équipe. Pardon, mais on a aussi droit. Alors, déjà, elle me parle pas mal. Mais cela dit, ce qui est vrai. C'est pour ça que je dis, elle me parle pas mal. Enfin, j'ai pas dit le contraire, il n'y a pas de problème. C'est juste, considère que pour moi, c'est pas OK. Donc, c'est ni de ma faute ni de la tienne, mais en revanche, me dis pas. Oui, c'est pas nécessaire de s'opposer, je veux dire. Voilà. Donc, je dis, OK, ça va pas être possible non plus. Donc, je me retrouve à la rue en me disant, vraiment, aucun de ces deux systèmes me convient, etc. Et je commence à en parler autour de moi, mes copines. Et on me dit, mais vous vous rendez compte, c'est hyper choquant. Donc là, tu sais pas qui va t'accoucher. Et le papa. Et je vois toutes mes copines, pourtant parmi elles des femmes fortes, des femmes libres, indépendantes, cultivées, convaincues, toutes me dire, bah ouais, c'est comme ça. Hein. Ah bah c'est normal. Mais toutes résignées sans même se rendre compte qu'elles étaient résignées. Juste en disant, ah bah c'est la vie. Hein. Bah oui, c'est comme ça. Bah qu'est-ce que tu crois? Bah accoucher, c'est pas une partie de plaisir. Hein. Et là, je me rends compte que toutes ces meufs ont accepté d'en chier, ont accepté d'être dépossédées de leur libre arbitre, de leur puissance, de leur accouchement, de leur capacité, de leur souveraineté. Et je suis atterrée. J'ose pas encore trop juger, d'abord parce que j'évite de juger globalement, et puis parce que là je me dis, attends, il y a peut-être un truc que j'ai pas compris, peut-être moi j'ai jamais accouché effectivement. Oui, c'est leur choix aussi. Non, justement. Oui, mais c'est ça. Non, ça sera leur choix, j'ai aucun problème, chacune fait les choix qu'elle veut. Là, c'est pas leur choix, c'est ça qui me choquait. C'est que clairement, elles avaient renoncé, elles avaient abdiqué, il y avait aucun choix, aucune conscience. Elles n'avaient pas conscientisé le fait qu'il y avait peut-être d'autres choix, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que pour elles, c'était ça la vie. Et évidemment, c'est la vie, il n'y a pas le choix, qu'est-ce que tu crois? Et en me prenant un peu de haut, sous-entendu, toi qui n'as pas encore accouché, pauvre fille, tu ne sais pas de quoi tu parles, mais tu verras quand tu seras grande et quand tu feras partie du club de celles qui ont accouché que c'est comme ça et c'est pas autrement, quoi. M'est revenu en tête une voisine de palier il y a des années qui avait eu un enfant tard. Enfin, à l'époque, ça m'avait semblé tard. Aujourd'hui, ça me semble extrêmement jeune. Mais voilà. Et qui m'avait parlé du groupe Naissance. Je me souvenais du nom, groupe Naissance. Je me souvenais que c'était Avenue Parmentier, figure-toi. Ben voilà, parce que nous sommes Avenue Parmentier. Nous enregistrons Avenue Parmentier. Qui était Avenue Parmentier et tout. Enfin, ça me disait quelque chose, mais j'étais plus sûre. Puis j'avais plus ses coordonnées. Enfin, je savais plus trop comment faire. Bref, je cherche sur Internet et je trouve effectivement un collectif qui s'appelle le groupe Naissance et qui est un collectif de tous les métiers de l'obstétrique. Donc, tu as gynéco, obstétricienne, sage-femme, infirmière, sophro, aptothérapeute. Enfin, tu as vraiment tous les métiers qui peuvent être anesthésistes, etc. Et en fait, ces gens, le but de ce collectif, ce qui les réunit, c'est que ce sont des professionnels donc, de l'obstétrique qui ne sont pas satisfaits de la manière dont c'est pratiqué en France. Qui pensent exactement comme ce que j'avais remarqué que c'est pas du tout OK, en fait, que les femmes ne sont ni des enfants, et encore, on devrait les traiter mieux, ceux-là aussi, ni des animaux, et encore aussi, on devrait les traiter mieux, mais des individus doués de raison, bref. Et donc, ils n'ont pas d'endroit à eux, mais ils officient, à l'époque, ils officiaient dans 2 endroits, la clinique Sainte-Thérèse et Jeanne d'Arc. Sainte-Thérèse dans le 17e, Jeanne d'Arc dans le 13e, et au CHU de Bourg-la-Reine. Donc, en fait, c'est des plateaux obstétricaux qui leur laissent tu vois, un espace. Un espace. Donc, on me dit, c'est super. Enfin, déjà, je vois le site. Le site, alors, il n'est pas... Parce que partout où j'étais, que ça soit à l'est ou à l'ouest, et quand la maman, le bébé pourra, et le papa va... Enfin, on me parlait comme si j'étais une débile mentale. Tout était rose et bleu. Enfin, c'était concernant. Et là, d'un coup, je vais sur un site où on me parle comme une adulte responsable. Et en gros, sur la page de garde, il y a écrit « Votre corps, votre bébé, votre choix ». T'es là. Merci. Et voilà, et on me parle comme à une adulte, douée de raison, etc. Donc déjà, j'étais au paradis.
Et puis, je vais à la réunion d'information où là, tu as tous les professionnels qui sont là et chacune se présente sa manière de travailler devant tous les futurs parents. On va voir la personne qui nous a le plus plu, quoi, dans laquelle on s'est le plus reconnu et on se rend compte. Et la personne nous choisit en retour aussi ou pas. Ah, intéressant. Ça. Et oui, c'est un choix mutuel qui est fait sur l'affinité, basé sur l'affinité, mais aussi sur la disponibilité. Là, le type me dit, je vois que ton terme est dans 7 mois. Moi, à ce moment-là, j'ai tel ça va pas être possible. Enfin, c'est trop risqué. Voilà. Bon, bref. Et moi, il se trouve que j'ai flashé sur un monsieur qui s'appelle Willy Bellassène, qui fait de l'aptonomie, qui est un sage-femme extraordinaire. Je dis sage-femme juste pour les gens qui ne savent pas. En fait, sage-femme, c'est pas une femme sage, c'est quelqu'un qui a la sagesse des femmes, la connaissance des femmes. Donc, c'est bien un sage-femme. C'est pour ça qu'on dit pas sage-homme. Voilà. J'imagine que tu le savais, mais je ne sais jamais. Oui, je l'ai appris dans le film Sage-femme. Ah oui, ouais. Tout à fait. Oui. Il l'explique. Avec Karine Viard. Ouais. C'est super. Et bref, je rencontre ce monsieur moustachu formidable. On a un coup de cœur, le papa et moi. Lui aussi pour nous, il est disponible, etc. Voilà. Et donc, on commence tout le parcours d'aptonomie avec lui. Et donc, ça a été absolument formidable. Donc, par ailleurs, l'aptonomie, enfin, en plus de ce collectif qui est pensé admirablement, de cet homme particulier qui est formidable, etc., je fais un point sur cette technique, discipline, philosophie qui est l'aptonomie, qui est vraiment extraordinaire, et qui change la vie des parents comme des enfants. Quoi. Le père a pu s'impliquer aussi parce que l'aptonomie, c'est un des avantages quand même. C'était tout à fait l'objectif. Ouais. C'était vraiment l'objectif. Il s'est tout à fait impliqué, il a été hyper présent, etc. Et effectivement, alors après, on ne peut jamais savoir si le hasard de la génétique, mais le résultat, un enfant qui a jamais été malade, qui a fait ses nuits tout de suite, qui a jamais eu peur de rien, qui s'est tenu la tête tout de suite, qui a réussi à marcher. Et moi, je suis persuadée que c'est grâce à ce travail, cet éveil, cette rencontre qui a été faite en amont, etc. Le lien avec le papa aussi, avec moi. Enfin, il y a quelque chose de formidable. Et évidemment, dans ce cadre-là, cet homme me dit que évidemment, c'est lui qui m'accouchera, quoi qu'il arrive. Mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc, un mois avant, je choisis moi-même, parmi les autres membres du groupe naissance, la personne qui serait éventuellement en remplacement. Je la rencontre, je lui fais part de mon projet de naissance. Donc, on se rencontre, on a déjà cette... Donc, c'est-à-dire que je sais absolument que je ne serai pas accouchée par quelqu'un que je ne connais pas. Ça sera dans le meilleur des cas la personne qui m'aura suivi et dans le pire des cas quelqu'un que j'aurais quand même déjà rencontré, validé, donc cette idée que d'un coup au moment où tu es le plus vulnérable de ta vie, tu as 4 personnes qui rentrent que tu n'as jamais vues et qui vont te mettre les mains dans le moteur, ça en fait c'est exclu. Et je pense que ça doit être ça ne devrait pas arriver quoi. On ne devrait pas imposer ça aux femmes. En tout cas, toi tu te sens à ce moment-là écoutée, respectée dans ta condition de femme, de enceinte, de future mère. Ouais, mais en vrai, et c'est pour ça que ma conscience politique féministe a vachement grandi à ce moment-là. À ce moment-là, je ressens quelque chose, évidemment, de personnel, mais je ressens que c'est un choix qui devrait être possible de manière universelle. Enfin, je veux dire que c'est de cette manière-là. Après, aptonomie, peu importe. Enfin, je veux dire, on peut complètement choisir des césariennes. Enfin, je ne dis rien de la manière dont on accouche. Je dis quelque chose des conditions dans lesquelles on le fait. Et ça, oui, je pense que ça devrait être absolument généralisé, quoi. Il y a cette phrase de Chantal Birman dans le documentaire À la vie, moi que j'aime beaucoup, qui m'a vraiment permis de poser une définition qui dit, en fait, le féminisme, c'est pas de savoir si t'es d'accord avec comment fait telle personne ou telle personne, c'est que le choix éclairé, libre et éclairé, existe pour toutes. Voilà. Elle dit ça en l'occurrence, elle dit ça sur l'avortement, mais nous, notre combat, c'est pas de savoir si l'avortement, c'est bien pas bien, c'est que le choix existe. Ouais, tout à fait. Et ça me va très bien. Ouais. Et tu vois, sur la grossesse et sur l'accouchement, c'est un peu pareil, quoi. C'est ça. Que le choix existe. Et du coup, c'est pour ça que tu vois, on parlait du choix de tes amis au début, c'est qu'en fait, tu sais, c'est un peu comme scolarisé ou pas, tu vois, ça va de soi, en fait. Ça va de soi. On a l'impression que d'autres voies n'existent pas, quoi. Et ce qui est fou, parce que tu reparles de mes amis, c'est que quand j'ai découvert ça, je suis allée les revoir immédiatement. Je suis allée les voir toutes pour leur dire... J'étais hyper heureuse de leur annoncer « Ah, mais c'est génial, en fait, il y a une possibilité, c'est ça. » Tu rigoles. Et ça s'est pas passé bien. Ah non, elles m'ont toutes envoyé chier. Mais envoyé chier vénère. C'est-à-dire qu'il y en a qui m'ont dit « Oh, ça va, c'est quoi, c'est une secte ?» Et en fait, j'ai compris après que j'avais été très maladroite. J'ai compris qu'effectivement, leur dire après coup qu'elles auraient pu faire autrement, alors que 99% d'entre elles ont été plus ou moins gravement violentées pendant leur accouchement, en fait, c'était très maladroit. C'était inaudible pour elles. C'était pas acceptable. Ça ouvre potentiellement des blessures
soit dont elles n'ont pas conscience. Et c'est ça. Et ça se passait très bien comme ça. Très bien comme ça. Soit dont elles avaient un peu conscience, mais elles n'avaient pas envie d'aller gratter, tu vois. Exactement. Donc, c'est toujours délicat. Ouais, parce que ça, c'est ça aussi qui me fascinait. On a tous et toutes reçu ce texto qui dit Salut, Joshua est né, 3,2 kg, nanana. Les parents vont super bien, c'est super, joie. Enfin, voilà. Donc, avec des petits cœurs, des étoiles et tout. Bon, voilà, on a tous et toutes reçu ce SMS plusieurs fois par an, voilà. Et en fait, ce qui est fou, c'est que à chaque fois, quand tu poses la question, tu t'aperçois que en fait, on dit tout va bien. D'ailleurs, j'ai écrit une pièce qui s'appelle Tout va bien sur les violences gynécologiques et obstétricales, mais j'ai pas encore réussi à la monter parce que je crois que c'est encore un peu trop tôt, je pense. Mais cette pièce existe et donc elle s'appelle Tout va bien en référence justement à ce tout va bien. Tout va bien juste parce qu'en fait l'enfant est né et qu'il est vivant. Mais après, dans quel état est la parturiente, dans quel état, enfin tu vois, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, etc. Et en fait, on se rend compte que, mais dans 99% des cas, ça s'est pas passé comme ça aurait dû. Enfin, ça s'est mal passé. Après, ça s'est parfois extrêmement mal passé. Enfin, si vous l'avez pas lu, je vous encourage, mais il faut bien vous accrocher à lire le livre noir de la gynécologie de Mélanie Deschalottes. C'est monstrueux. En fait, c'est nécessaire parce que c'est réel, c'est des chiffres, c'est des témoignages, c'est des années d'enquête et ça permet de mesurer l'enfer qu'on accepte pour les femmes. Pour les femmes. En l'occurrence. Voilà. Mais donc voilà, donc soit ça se passe horriblement mal, soit en fait c'est juste que ça. En fait, c'est juste que c'est pas normal qu'on entre dans ta chambre sans frapper. C'est pas normal qu'il y ait 4 personnes qui viennent mettre les mains dans ta chatte sans t'avoir demandé. C'est pas normal qu'on t'ait imposé une péridurale ou un machin. C'est pas normal qu'on t'ait pas bien parlé. C'est pas normal qu'on t'ait pressé, qu'on t'ait brutalisé. C'est pas normal qu'on t'ait pas laissé le choix. En fait, ça n'est pas normal. Je vais être très clair là-dessus, je ne suis pas du tout en train de mettre la faute sur les soignants et soignantes, les personnes qui sont là et qui sont sous-payées, pressurisées, qui doivent gérer 4 chambres en même temps, etc. Enfin 4 quand c'est pas 6. C'est pas du tout à ces personnes-là que j'en veux. Je le reproche au système. Je le reproche à comment c'est fait, à comment c'est fabriqué, à comment ces gens sont formés, comment ils sont payés, comment ils sont traités et du coup comment ils nous traitent et comment ils nous gèrent. C'est évidemment là que ça se passe, quoi. Encore une fois, toujours dans la vie, Chantal a ces mots que je trouve... Chantal est formidable, mais elle a ces mots qui dit en fait dans les sociétés, il faut qu'on regarde comment est-ce qu'on traite les personnes qui prennent soin des femmes pour savoir comment on traite les femmes. Ouais. Et voilà. Et quand tu vois les conditions de travail, la rémunération, même la formation, etc. Mais t'as ta réponse en France en tout cas. Ouais. Tu vois. C'est un vrai indicateur. Donc bébé vient. Tout à fait. Donc tout va bien. Mais tout va bien pour le coup vraiment. Et aussi je précise que à cause de ma propre mère qui était folle et qui a débarqué en salle d'accouchement. Quoi ? Ouais, je te jure, un cauchemar. Ah vas-y, ça faut que tu racontes. Je peux pas nous laisser comme ça, non. Enfin, si tu le sens, bien entendu. Oui, mais c'est très, pour le coup, c'est vraiment anecdotique. Enfin, au sens, c'est très personnel. Ça raconte rien de. C'est vraiment ma mère qui était folle, voilà, maniaco-dépressive et tout ça. Enfin bon, bref. Okay. Et moi, je savais bien qu'elle me casserait les couilles. Et donc, j'avais prévenu à l'avance, j'avais dit, tu sais, maman, une fois que j'aurai accouché, on va avoir envie de rester tous les 3 à un moment. Enfin, je veux dire, on vous préviendra. Je te dirai quand j'ai accouché et je te dirai quand vous pouvez venir. Et peut-être il y aura plusieurs heures, jours, je ne sais pas. La chose la plus importante pour moi à ce moment-là, c'est ce qui va se passer entre l'enfant, le papa et moi. Mm-hmm. Et je veux pas brutaliser. Voilà. Donc, tu t'inquiètes pas. Enfin, je te dirai, quoi. Et donc, je voulais pas lui dire quand j'allais accoucher parce que je savais qu'elle était capable de tout. Sauf que il se trouve qu'on devait déjeuner ensemble, ou on devait se voir, on avait un rendez-vous quelconque qui fait que le papa a dû la prévenir qu'on ne serait pas au rendez-vous et donc elle a compris que voilà. Mais il ne lui a pas dit Noémie accouche, il ne lui a pas dit vous êtes bienvenue, enfin il lui a rien dit. Il lui a juste dit on ne sera pas. C'est tout ce qu'il lui a dit. Et sachant que moi j'avais pris la peine de prévenir que je voulais être tranquille, etc. Et à un moment, je suis en train d'accoucher, donc tout s'est bien passé, j'ai pas de péridurale, j'étais dans une baignoire, dans l'eau, etc. Tout allait bien, je gérais mon truc, j'en chiais, hein. Mais c'était super. Et mon mec part chercher des vêtements, je ne sais quoi, enfin bref, il part, et puis ça faisait des heures qu'on était là, et tout se passait bien, et puis il avait besoin de fumer des clopes, je crois, donc bref, il part chercher des trucs. Je suis toute seule, enfin avec le sage-femme, et là d'un coup j'entends « Mais je suis sa mère, mais laissez-moi rentrer !» Voilà, j'entends ça. Et en fait, ça me plonge dans une telle rage, dans une telle colère, que tout s'arrête. Ah ouais. J'arrête. Plus de contraction, j'arrête de m'ouvrir, terminé. Je bloque. Genre, j'arrête d'accoucher. Okay. Et moi, je pars en sucette. Je dévisse complètement.
je dévisse. Genre, j'arrête d'accoucher. Ça crée un truc en moi, une espèce de panique. Et vraiment, dans ma tête, je me dis, OK, j'accoucherai pas. Ah ouais, OK. Ouais, c'est-à-dire j'étais dilatée à, je sais pas, 4 ou 5. Et vraiment, je te jure, les contractions s'arrêtent, tout s'arrête. Donc là, ça commence à paniquer un peu, tu vois, genre, oh là. Et finalement, la décision est prise avec moi. C'est-à-dire qu'on m'explique tout, on m'explique ce qui se passe, on m'explique le malin, enfin, tout m'est expliqué parfaitement clairement. Et on me fait une recommandation, on me dit, là, il faut te mettre un petit peu d'ocytocine pour redéclencher les contractions parce que là, le travail s'est arrêté. C'est pas possible. Or, pour le coup, les contractions artificielles, elles sont vraiment très douloureuses. Donc, sans péri, ça risque d'être chaud. Donc, la recommandation, c'est une péridurale, mais très légère. Tu pourras quand même sentir, tu pourras agir. On va pas juste pour pas atténuer mais pour atténuer les effets de l'ocytocine. Donc, encore une fois, c'est expliqué tellement clairement et je ressens tellement que c'est moi qui ai le choix que j'accepte de suivre la recommandation qui m'est faite. Et voilà. Donc, à cause de l'autre folasse, je me retrouve avec une péridurale alors que c'était pas ce que je souhaitais, enfin, tu vois, mais bon. Et même avec ça, donc le travail reprend, etc. Mais il y a quand même un truc qui s'est décalé en moi et il se trouve en plus que mon fils a une tête énorme. Vraiment, il était vraiment énorme. Et et du coup, on a fait venir l'anesthésiste, on a fait venir tout ça. Mais donc, ils sont aussi des gens du groupe naissance. Donc, ils sont et pour le coup, l'obstétricien, qui me dit, il va falloir que je t'aide avec les forceps parce que voilà. Mais tu vois, ce que j'ai trouvé magnifique, c'est que pour te dire la délicatesse de ces gens et à quel point c'est possible, malgré les forceps, je n'ai pas eu de déchirure, je n'ai pas eu d'épisiotomie, mon fils n'a pas eu la moindre trace sur sa tête, je n'ai pas eu le moindre bleu, la moindre ecchymose. Voilà. Et surtout, cet homme a pris soin de ne faire que ce qui était nécessaire, qui était en l'occurrence de tourner la tête de mon fils de 2 cm sur le côté pour que ça s'aligne bien. C'est-à-dire qu'il ne l'a pas sorti, il l'a tourné. Et il a pris la peine de me le dire. Il a pris la peine de me dire, d'abord, il m'a fait saisir la tête moi-même avec mes mains et sortir mon fils, etc. Et surtout en me précisant, c'est toi qui l'as fait. Je ne l'ai pas sorti, je l'ai accompagné. Ça me donne envie de pleurer. C'est beau. Ouais, cette délicatesse, cette bienveillance, cet amour, cette conscience de ce que c'est qu'un accouchement, de ce que c'est que de rester maîtresse de soi, de son corps, de cette rencontre avec son enfant, etc. Et en fait, ils ont fait, c'est-à-dire qu'ils m'ont mise dans les conditions optimales pour que je puisse accoucher moi. C'est-à-dire qu'ils ont fait ce qu'ils devaient faire pour la sécurité de mon fils et de moi, mais c'est tout, ils n'ont pas fait sans te déposer un geste de plus. Voilà, ouais. Ils m'ont laissé faire tout ce qui était possible de faire, c'est-à-dire le maximum. Enfin, vraiment, ils ont quasiment rien fait. Et surtout, ils me l'ont dit. Ils n'ont pas arrêté. Il m'a répété au moins 3 fois, Nathan Vrebel, il s'appelait cet obstétricien. Et il me l'a répété au moins 3 fois, c'est toi qui l'as fait, j'ai rien fait, j'ai juste touché. Vas-y, prends. Enfin, et voilà. Et après, encore une fois, dans les maternités classiques, même à l'Est, même machin, à peine t'as accouché, on te prend ton enfant, on le mesure, on le pèse, on lui fout un bonnet, on le lave. On lui fout un bonnet, on te le rend et tu sais même pas si c'est le tien en fait. Enfin, à part qu'il y a écrit son nom sur le bonnet. Le père était présent. Ouais, c'est ça. Et en fait, là, ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai sorti mon fils, je l'ai moi-même posé sur mon ventre puisque je l'ai sorti. Voilà. Le papa était là, il était revenu entre temps, il était torse nu. Le papa fumait une clope. Il fumait une clope. Et en fait, on a passé, je peux pas te dire combien de temps, mais suffisamment on a fini par avoir froid presque. Okay. Tous les 3 tout seuls, c'est-à-dire tout le monde était parti. Tous les 3 tout seuls. Avec le bébé encore plein de sang, plein d'humeur, plein de placenta. Enfin, le bébé avec encore son cordon, tu vois, sur mon ventre, entre le ventre du père et le mien. Et puis les gens étaient partis, quoi. Si, je crois qu'il y a quelqu'un qui faisait je sais pas quoi dans mon utérus, peut-être à un moment. Peut-être nettoyer, tu vois, pour bien enlever le placenta. Oui, c'est ça. Peut-être il s'est passé un truc comme ça, mais tu vois, qui a pris 2 secondes et qui a pas troublé ce moment de rencontre et de peau à peau entre cet enfant et ses parents, quoi. Ouais, c'est rigolo parce que tu dis, il y a quelqu'un dans mon utérus. Oui. Ça va, ça m'a pas dérangé. Oui, parce que justement, c'était... Il faisait des plans. C'est ça, il faisait des plans. Il a construit un petit chalet, je sais pas, il s'est installé, tout va bien. Ouais, c'est très très gai ça. Et là commence le postpartum. Ouais, commence le postpartum qui, pour moi, se passe très bien. Tout se passe bien. J'aime allaiter. Ça se passe extrêmement bien. Parce que là aussi, pareil sur le rapport à l'allaitement, encore une fois, contrairement à tout ce qu'on m'a raconté, est-ce qu'on vécu les 3/4 de mes copines, soit on les a forcées à allaiter, soit on les a forcées à mettre, dans leur dos, entre 2 tétés, on a donné des biberons. Mais ça arrive. Hein. Ah non, mais c'est même plus que ça arrive. Hein. C'est extrêmement fréquent.
C'est dingue. Un petit peu moins aujourd'hui quand même. Ah ouais. Il y a 10 ans, c'était vraiment monnaie courante, quoi. Mais un petit peu moins. Aujourd'hui, en fait, dans le dos, ça se fait. Ça va être rare. Par contre, on peut potentiellement beaucoup mettre la pression aux parents et bien entendu principalement à la mère sur le fait de complémenter l'enfant très rapidement, quoi. Parce qu'en fait, un des buts aussi, il y a quelque chose malheureusement très productiviste, hein, c'est que si l'enfant prend vite du poids, en fait, on est sûr qu'il va vite sortir. Tu vois. Parce que c'est le poids, un des indicateurs de sortie. Tu vois. Et donc, du coup, tu libères aussi plus de ta chambre. Tu libères un lit, bien sûr. C'est beau. Attention, hein, je dis ça, nous on a rencontré une maternité comme ça. Bon, après c'est pas moi qui le dis, hein, il y a des mères féministes engagées qui ont fait des enquêtes qui tiennent ce discours-là et qui font ces constats-là, donc voilà. Mais en effet, c'est la logique financière aussi qui prend le pas. Mais c'est important de savoir aussi, tu vois, parce que tu peux aussi te barrer, en fait, simplement, s'ils veulent qu'on libère la chambre, très bien, laissez-nous sortir. Oui, mais le bébé, le poids, oui, mais en fait, on a le droit de partir, en fait, en vrai, tu vois. Ah ouais, t'as le droit? Mais oui. Tu pars quand tu veux? Mais oui, en fait, quand tu veux, non, pas trop, parce qu'il y a quand même la santé quand même de la mère. Tu vois, par exemple, selon les cas, tu peux avoir une petite anémie, des trucs. Il y a quand même des choses où, enfin, dans tous les cas, tu peux partir quand tu veux. D'accord. C'est juste qu'en fait, il y a des indicateurs qui font que tu prends le risque d'avoir un signalement ou pas, quoi. Que ce soit pour ta propre santé ou pour l'enfant. Ah oui. Ah ouais. Bah oui, alors, après, il y a des choses qu'on peut comprendre, qu'on a le droit de comprendre. Si ton enfant, par exemple, il prend du poids, mais qu'il ne prend pas assez vite, nous, ça a été le cas, par exemple, pour Lucas, tu vois. Il prenait très bien du poids, mais il ne prenait pas assez vite au goût du truc. Bon, nous, ça s'est pas fini en conflit, mais juste, on nous a dit, très bien, si vous voulez sortir, pas de souci. Mais est-ce qu'on peut juste valider que vous avez bien rendez-vous avec la sage-femme dans les 48 heures pour qu'elle vérifie ces points-là précisément, quoi. Ok, tu vois. Mais par exemple, en effet, après, on a le droit de se dire que si l'enfant prend vraiment très très peu de poids et que les parents disent non mais nous on veut juste se barrer machin, bah, on a le droit de se dire que l'appareil d'État doit aussi vérifier la bonne santé des enfants qui naissent sur son territoire, tu vois. C'est toujours compliqué, tu vois, tu vois, sur ces sujets-là. Mais en effet, du coup, tu peux avoir des cas où il y a des signalements, mais dans l'immense majorité des cas, souvent on te prend la tête pour pas grand-chose. Pour partir, quoi. Mais écoute, moi j'ai vraiment eu beaucoup de chance, puisque vraiment, tout s'est très bien passé. Avec mon fils, avec son père, avec l'allaitement, avec alors pourtant, ça a été un peu compliqué parce que, en fait, les 2 dernières semaines de ma grossesse, on était SDF. On n'avait pas d'appartement, on a eu des problèmes avec un prêt qu'on n'a pas eu. Et du coup, on avait notre appartement trop tard, les travaux ont commencé trop tard. Et donc, on n'avait pas d'appartement. J'avais rendu celui d'avant et tout. Donc, on vivait chez des potes. Vraiment, quand tu as 2 semaines d'accoucher, le truc que tu n'as pas envie, c'est vivre dans le salon de tes potes. Enfin, tu vas sans meubles, c'est vraiment dur. Et quand je suis rentrée à la maternité, l'appartement n'était pas prêt. Les ouvriers ont été des cœurs à la crème. C'est-à-dire qu'ils ont fait les 3-8 à 2 équipes pendant tout le temps que j'étais à la maternité pour que, à notre tour, il y ait au moins une chambre. Tu vois, et un chemin de parquet pour aller. Vraiment, ils ont fait Donc, on est rentré dans un appartement qui était un chantier. C'était vraiment pas. Et pourtant, tout s'est bien passé. C'était le bonheur. Ça a été vraiment. En fait, moi, j'ai autant adoré tout ce qui s'est passé physiquement, émotionnellement, affectivement entre mon enfant et moi que j'ai haï le comportement de la société vis-à-vis de ce même événement. C'est-à-dire que j'ai haï tout et tout le monde, vraiment. Chaque jour, je pouvais trouver une nouvelle raison de révolte. C'était hallucinant et ça a duré vraiment des années, quoi. Et du coup, ce postpartum commence. Le père a pris son congé paternité. Non, on est artistes tous les deux, donc de toute façon, ni lui ni moi. La question ne se pose pas. Enfin, ceci dit, j'ai quand même ça aussi. J'ai énormément souffert de ça, c'est-à-dire que, alors je sais pas où ça en est, mais à l'époque, le congé maternité était une obligation. C'est-à-dire que j'étais obligée de prendre 6 semaines de congé maternité minimum. En tout, c'est 8 semaines obligatoire. Ouais, 6 avant, 2 après. Ouais, exactement. Non, l'inverse, 2 avant, 6 après. Non, c'est 2 avant, 6 après. Ouais. Voilà. C'était l'obligatoire, ça. Voilà, sauf qu'avant, comme ils ne savaient pas, je leur avais pas dit, parce que moi, évidemment, je ne savais pas que c'était obligatoire, donc je ne comptais pas demander de congé maternité. Là, moi, on m'a demandé, d'un coup, de vivre avec 18 € par jour. Bah non, en fait. Pardon. Et bizarrement, j'ai pas les moyens de vivre avec. Non, mais là, tu touches du doigt le problème du congé maternité. Alors, et paternité maintenant aussi, pour les indépendants, artistes, etc. Moi, tu vois, ma compagne, elle est chirurgienne dentiste. Ce que les gens oublient, parce que les congés maternité, paternité sont pensés pour les salariés, ce qui est normal, puisqu'ils représentent la majeure partie de la population active. Mais les indépendants et les artistes, c'est compliqué. Et moi, ma compagne,
un congé maternité avec l'accouchement et tout, à chaque fois, elle a dû faire un crédit de 35 000 euros. Elle prend un crédit sur 7 ans, je crois, à peu près, pour pouvoir payer son congé maternité. Mais je te crois pas. Si. Mais c'est pas la seule. Hein. Les avocates, c'est pareil. Enfin, surtout, et en plus, ça empire sur les professions qui ont... Mais non, elle fait un crédit. Mais bien sûr. Juste pour pouvoir faire un enfant. Mais bien sûr. J'ai envie de crever. Ça a un petit peu évolué. La Sécu lui a payé une partie, mais sur des professions comme par exemple chirurgien-dentiste, le coût d'un cabinet au mois, c'est 15 000 euros. Donc, bien entendu que la Sécu ne rembourse pas assez. Mais c'est monstrueux. Tu vois ? Et il n'y a pas que les chirurgiens-dentistes, il n'y a pas que ma compagne. Tu as les indépendantes, je pense aussi bien sûr aux avocates, par exemple, d'autres personnes artistes aussi. Ce sont des statuts, si tu veux, où les femmes, c'est compliqué. Incroyable. Tu vois, autant pour la naissance de Sarah, ça avait été un peu atténué parce qu'elle était en même temps salariée elle donnait des cours à ce moment-là à l'université aussi. Ouais. Donc elle a eu une partie de vrai congé maternité, tu vois, payé comme ça. Mais sinon, ensuite, là, en tant qu'indépendante, juste indépendante, tu vois, elle a eu ces trucs de sécu. C'était pas, elle a touché un peu de sous, mais c'était pas assez. Enfin, c'est largement pas assez. Ah, c'est dingue. Donc ouais, ça m'a vraiment et moi en tant qu'indépendant, tu vois, je peux te parler du congé paternité du coup. En tant qu'auto-entrepreneur, c'est simple, c'est soit tu fais plus de 5 000 euros par an et tu vas toucher pour un mois d'absence 1 500 euros. Voilà, donc après, moi je les ai touchés, je suis content, je vis bien avec 1 500 euros, donc ça me va. Si tu fais moins de 5 000 euros par an, donc en tant qu'auto-entrepreneur, là on te paye 150 euros. C'est peu pour un mois. C'est peu, hein. Oui, mais en même temps, tu fais pas beaucoup de chiffre d'affaires, tu vois. En fait, mais la logique est pas la bonne, en fait. La logique qui devrait être, c'est, on doit prendre en compte les ressources, bien sûr, et à minima, si tu devrais avoir un plancher, en fait. Un plancher minimum qui devrait être au moins le SMIC, tu vois, pour tout le monde. Ah non, mais tellement, vois, évidemment. C'est tellement évident. Enfin, c'est pas le cas. C'est pas comme ça que c'est réfléchi, tu vois. Donc voilà, bon, je ferme la parenthèse. Toi, du coup, tu dois prendre ton congé mat. Ouais, t'avais pas prévu. On t'oblige. On m'oblige et tout. Enfin, je me souviens, j'étais à France Inter à l'époque et ça a été lunaire, quoi. Je me souviens avoir laissé des messages sur le répondeur de la DRH, mais j'étais hystérique. Je hurlais littéralement. À cette époque, j'étais tous les jeudis. Et là, j'ai accouché, je crois, un mardi ou un mercredi. Et donc, j'envoie un message à mon rédac chef, donc pour lui annoncer que j'ai accouché. Je serai pas là demain. Et lui me répond, félicitations, etc. Écoute, on se revoit dans 8 semaines, bon congé maternité et tout. Je fais, très drôle. Je réponds vraiment, très drôle. Et puis, en fait, il y a un truc, dans ma tête une espèce de tache de fond qui se met, machin, etc. Et vraiment, il m'a fallu plusieurs heures. J'en parle à mon mec, je lui dis, j'ai reçu ça, qu'est-ce que t'en penses et tout. Il me dit, écoute, ça ressemble pas à une blague. Je dis, si, c'est forcément une blague. Enfin, il se doute bien que je vais pas. Mon métier consiste à être assise pendant 1h30 devant un micro. Je suis pas travailleuse à la chaîne. Enfin, j'ai pas besoin de m'arrêter 6 semaines. Je pourrais revenir après-demain, même s'il le fallait. C'est forcément une blague. Il me dit, écoute, franchement, appelle, parce que moi, je trouve que ça ressemble pas à une blague. Et là, j'appelle et je découvre que c'est pas une blague. Mais tu peux pas savoir, mais je suis tombée de l'armoire. Enfin, ça me semblait, mais lunaire. Je disais, mais vous n'êtes pas sérieux, quoi. Ah, si. Et donc, j'apprends que je suis mise en congé maternité forcé, que si j'accepte le moindre travail, le moindre apport financier, alors on me somme de rembourser ce congé maternité que je n'ai pas demandé. Donc, en gros, on me dit, tu dois vivre avec 18 balles par jour, et c'est tout. Et t'avises pas de trouver des solutions, parce que sinon, on va te punir, salope. Non, mais vraiment, ça me. Voilà. Et évidemment. Parce que je pense pas qu'il y avait salope dans si. Tu imagines les courriers de la Sécu. Écoute, connasse. Madame salope. Pardon. Ah mon Dieu. Mais voilà. Alors après, heureusement, parmi tous mes employeurs. Parce qu'en fait, ce que j'ai compris aussi, c'est qu'après, c'est à la discrétion de la personne qui t'emploie de prendre un risque pour toi ou pas. Oui, bien sûr, oui. Parce que si moi, je lui fous pas un procès, il n'y aura aucun problème. Ouais. Et donc, effectivement... Il ne faut pas se faire choper par la Sécu non plus, attention. Je crois que si moi, je dis rien, ils ne peuvent pas... Oui, tu vois. Tout à fait. Et donc, parmi tous les gens qui m'employaient, donc il y a France Inter qui m'a... Voilà, et puis après, qui a eu tellement peur que je revienne. T'en parleras pas à l'antenne, hein, j'ai reçu des courriers, des machins. T'en parleras pas, hein. Ok. Non, bande de schmarf. Bref... Et il y a quand même une boîte pour laquelle je travaillais, je tournais dans une série et tout, et eux, c'était des amours à la crème. Et la preuve que j'étais capable de travailler, c'est que donc 11 jours après avoir accouché, j'étais en tournage,
Je rentrais dans mon pantalon en taille 36 que je portais avant. Tu vas énerver beaucoup de gens là. Alors, oui, je précise quand même, j'en profite pour dire à l'auditoire que c'est pas parce que Noémie exprime son souhait de retourner travailler que ça veut dire que les femmes doivent retourner travailler. On peut avoir envie de pas avoir de congé maternité, d'en avoir 6 mois, 12 mois, ce qu'on veut. C'est, encore une fois, le sujet, c'est le choix. Là, on parle juste du vécu de Noémie. Merci. Je voulais juste recadrer. Ouais, t'as raison. Et effectivement, moi, c'était mon choix, mon envie. Et encore une fois, parce que je suis pas, enfin, je veux dire, je serais salarié, travailler de 9h du matin à 18h, etc., dans un bureau 5 jours par semaine. Oui, t'inquiète pas que je prendrais mes 6 mois de congé maternité, évidemment. Là, j'avais un métier, j'ai un métier qui me permettait d'être avec mon enfant, de l'allaiter. Je l'ai allaité 7 mois. Là, sur le tournage, j'ai pu venir avec. En plus, non seulement j'ai ce métier, et puis j'ai les moyens. C'est-à-dire que là, sur ce tournage, je suis venue avec mon enfant, sa nounou, donc qui était dans une loge, et donc je tirais mon lait entre les prises, elle lui donnait le biberon de mon lait. Enfin, donc c'est évidemment que c'est pas du tout. Enfin, c'est un cas très particulier. Je suis une grande privilégiée de par mes moyens financiers et par la profession que j'exerce. Évidemment qu'il y a 1000 autres cas de figure dans lesquels j'aurais, moi, voulu un congé maternité. Évidemment. Ce que je déplore, c'est qu'il y ait un seul. Genre, en gros, t'es une femme, t'es une femme. Tu peux pas être une femme ouvrière, une femme indépendante, une femme salariée, une femme artiste, une femme. Non, t'es une femme. Il faut que tu sois dans le modèle attendu. C'est ça, c'est tout. T'as pas le choix. Et ça, c'est quand même extrêmement déplorable. Mais donc là, tout s'est hyper bien passé. C'était génial. Et puis, ils ont couvert mon fils de cadeaux. Et voilà. Et à part. Donc, j'ai tourné quand même plusieurs jours. Et à part une montée de lait sur une prise où vraiment j'ai mon chemisier qui s'est taché. Voilà. À part ça, tout s'est très bien passé. J'ai travaillé sans problème. Et j'étais heureuse de le faire. Et j'ai pu gagner de l'argent. Il y a un truc qui me chiffonne là, quand même. C'est-à-dire que tu dormais et tout. Parce que quand même, on postpartum, tu vois, moi je suis dedans les nuits. Le sommeil. Mais écoute. Tu vas re-énerver les gens en disant que ton bébé dormait. Ouais. Ok. Ouais. Bon, tout le monde déteste Noémie. Non, mais c'est vrai que j'ai eu. C'est ce que je disais. Je sais pas si c'est l'autonomie ou la génétique, tu vois. Mais effectivement, il a fait ses nuits. Enfin, il a fait en tout cas des nuits suffisamment longues très vite. Et puis c'était très bien réparti avec le papa. C'est-à-dire que moi, j'ai aucun problème à me lever le matin. Mais en revanche, le soir, quand je suis fatiguée, il faut que je me couche. À la seconde, je suis fatiguée, sinon je peux tuer des gens. Et lui, c'est l'inverse. Lui, il peut veiller hyper tard. En revanche, le matin est très compliqué. Enfin, et oui, et comme en plus je produisais du lait, j'étais une vraie usine laitière. Je tirais vachement mon lait et je le congelais. Et ouais, donc j'étais pas du tout obligée de m'occuper moi de tout, tu vois, de nourrir tout le temps. Et en vrai, oui, on avait dès la première nuit, on a pu avoir des 4-5 heures d'affilée, tu vois. Non, c'était ouf. 4-5 heures et puis une tétée. Il dormait avec nous, tu sais, je me réveillais une demi-seconde, je le mettais à mon sein, je me rendormais. Et puis là, j'avais encore 2 heures. Donc en vrai, ça allait, quoi. Ouais, ça va, ouais. Ouais, c'était vraiment. C'est cool. Ça se passait bien. Et encore une fois, la chance, oui, d'avoir ce métier, ce rythme qui fait que tu peux aussi dormir la journée. Tu peux rattraper, quoi. Tu peux rattraper, quoi. Peut-être aussi que j'idéalise dans mon souvenir. Mais j'ai un souvenir de trucs. Vraiment facile. Enfin, encore une fois, les difficultés que j'ai rencontrées, il y en a eu beaucoup, elles étaient uniquement sociales. Okay. C'était social, professionnel, politique, mais même avec les gens dans la rue, des voisins voisines, du jugement, des regards. Enfin, vraiment, j'ai haï l'humanité, notre société, pendant tout le postpartum. Vraiment, quasiment tous les jours, j'avais une nouvelle raison d'être enragée, quoi. Merci pour tout ce récit hyper intéressant sur le devenir mère. Vraiment, c'est des moments qui m'intéressent particulièrement. Je voudrais maintenant qu'on s'oriente un petit peu plus sur... du coup, c'était un garçon. Ouais. Enfin, en tout cas, un mâle qui s'avère être un garçon. Et, voilà, il a un pénis, il se reconnaît en tant que garçon, en tout cas pour l'instant. Est-ce que tu t'es dit, merde, j'ai un garçon? Est-ce que tu t'es dit, tiens, voilà, dans l'épisode qu'on a déjà enregistré, on avait posé des questions alors avec nos mots qui sont comment je fais pour pas en faire un connard? Comment ça s'est passé? Tout ça, parce que dans le premier épisode, donc j'invite les gens à écouter, t'avais ce défi de la scolarisation, elle avait vraiment contré les stéréotypes, pardon. Et du coup, en plus, ils les assimilaient plutôt bien, puisque c'est plus facile d'assimiler les stéréotypes qui donnent des privilèges. Avec ce côté un peu, les garçons courent plus vite, etc. Comment ça a évolué tout ça? Écoute, ça a évolué de manière assez inattendue. D'abord parce que
à la fois, il y avait ça, et à la fois, tu vois, il aime porter les cheveux longs, par exemple. À tel point que, alors maintenant, moins, parce qu'il commence à avoir un peu plus un physique de garçon et des fringues de garçon, mais pendant très longtemps, ça arrivait très souvent qu'on disait « Oh, elle est jolie, comment elle s'appelle ?» Enfin, qu'on le genre au féminin. Et ça lui allait ? Non, ça lui allait pas, mais c'était pas non plus l'enfer. Okay. La preuve, c'est que c'était son choix d'avoir les cheveux longs. Et même s'il se plaignait, enfin, en fait, il faisait des allers-retours. C'était intéressant parce que ça l'a obligé à se questionner. C'est-à-dire qu'il y avait des jours où, d'un coup, ça lui était insupportable. Il disait, j'en ai marre, comme genre au féminin. Enfin, il ne le disait pas comme ça, évidemment. Mais j'en ai marre qu'on me traite de fille. Et ça, il me disait qu'on me traite de fille. Je disais, là, c'est pas traite, parce que c'est pas une insulte. C'est qu'on dise de toi que t'es une fille. Et effectivement, si c'est pas le cas, je comprends que ça te dérange. Mais... Et puis, il se reprenait. Il disait, oui, c'est pas le problème que ça soit fille. C'est le problème que je suis pas une fille, quoi. C'est pas mon identité. C'est pas mon identité. Okay. Je disais, alors, tu veux qu'on te coupe les cheveux? Il disait, non, je veux pas, j'aime, c'est stylé, j'aime mes cheveux. Voilà. Et donc, ces allers-retours, en fait, c'est vachement intéressant parce que c'est évidemment, je pense que des questions que tout parent se pose par rapport aux enfants. C'est-à-dire que, à la fois, on a envie que nos enfants s'assument, soient libres, épanouis, développent leurs particularités, leur singularité, leur réelle identité. Et à la fois, évidemment, on veut qu'elles soient intégrées. On veut pas les imaginer exclues, en bouc émissaire, moquées, harcelées, etc. Dans l'épisode premier qu'on a fait ensemble, c'était justement cette grande question, tu vois, par rapport, on parlait du fait de porter une robe à l'école, et tout, c'était entre je veux laisser l'émancipation se faire, en même temps je sais ce qui va se prendre à l'école, donc, entre cette responsabilité parentale, du laisser faire et du laisser vivre, et en même temps de protéger de la société réelle dans laquelle il vit, quoi. Et là, aujourd'hui, c'est vraiment un petit mec. Tu vois, il est vraiment... Enfin, il répond à tous les codes. Ouais, il est... Bah déjà, ça y est pour rien, il a un physique... Enfin, il est tout sec, tout musclé, tout anguleux, tout... Très mec. Il est là... il est très gamin. Enfin, tu vois, il joue, il fait des blagues, il dit des gros mots, il court partout, il joue au foot. Enfin, il a tous les stéréotypes. Enfin, il répond vraiment à tout. Et en fait, d'un côté, ça me navre... J'avoue, vraiment. Tu vois, j'ai des copines qui ont des fils qui sont fans de musique, d'art, qui se maquillent, qui font des dessins, qui sont hypersensibles et tout. Et je suis donc à la fois, voilà, je dis c'est marrant. Enfin, il me ressemble pas, tout ça. Et à la fois, j'avoue, j'ai un peu honte, mais je suis soulagée, quoi. Je me dis, putain, quelle chance. Enfin, quelle chance, il est intégré, oh là là, il va pas. On se moque pas de lui, on l'embête pas, c'est bon. Enfin, En plus, moi, j'ai jamais été dans la norme. Moi, j'ai toujours rêvé d'appartenir au groupe et j'en ai toujours été exclue toute ma vie. Et je sais pas pourquoi, parce que je voulais pas me différer. Enfin, si à la fois je voulais être différente et originale, à la fois je voulais être intégrée, et ça créait une espèce de personnalité bizarre qui faisait que j'ai jamais réussi à m'intégrer dans aucun groupe. Et j'en ai beaucoup souffert. Ok. Après, ça a forgé qui je suis. Donc, du coup, finalement, ça répond à quand même ton insécurité à toi, tu vois. Bah, peut-être. Tu vois, le fait qu'il soit dans cette norme, quoi. Peut-être. Mais enfin, en tout cas, oui, c'est sûr que ça me soulage. Ça me soulage, ça me réconforte, ça me rassure. Voilà. Et c'est vrai que dans mes... C'est un aveu un peu honteux, mais je préfère que mon fils soit du côté des connards en sécurité que des gens bien menacés. Enfin, tu vois, si ce choix doit se faire. C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que ça va quand même aussi chaud, un peu à l'encontre de... Bah, complètement. Il y a un sujet de tout ce que je défends. Ambivalent, contradictoire, tu vois, dans ton propos. Ouais. Et comme on en a tous et toutes, attention, je te jette pas la pierre. Tu te sens en sécurité, mais d'un autre côté, il embrasse aussi le côté où il a peut-être plus de chances de rencontrer des gens qui vont influencer le fait d'en faire une personne qui sera peut-être pas en accord avec tes valeurs. Alors après, il sait ce que c'est que le sexisme, il le repère, il en parle hyper souvent. Le sexisme, l'homophobie, toutes ces choses-là, il est hyper... En fait, il a toute une partie de lui qui sait plein de choses, grâce à ce que je lui transmets et tout, et puis son père aussi, je pense. Moi, je suis entourée de personnes queer. J'ai beaucoup de personnes homo dans mon couple, dans mon univers, et qui sont en couple, etc. Mon propre mec était avec un homme avant, pendant des années. Enfin, donc, j'ai même rien besoin de dire. Et en plus, ces gens-là sont à la maison tout le temps, parce que je reçois beaucoup. Donc, mon fils, il voit très souvent. Enfin, il y a des dîners au moins 2 fois par semaine dans lesquels il voit toutes ces personnes, tu vois, différentes, effectivement, des amis des parents de ses amis, etc. Bref, donc, il a cette ouverture-là, je le sais, c'est sûr. Je sais qu'il a aucun... Enfin, tu vois, par exemple, quand il rencontre quelqu'un, quand il voit 2 personnes, que ce soit des hommes, des femmes ou l'un ou l'autre, il va demander si ils sont amoureux. Enfin,
C'est-à-dire qu'il peut demander à 2 hommes, à 2 femmes ou à un homme et une femme avec autant de facilité s'ils sont en couple ou pas. C'est-à-dire que pour lui, il n'y a même pas une norme de l'hétérosexualité. Tu vois, il l'a même pas en tête. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que il y a le côté, tu vois, où il est dans la norme, mais il est capable de la questionner en fait. Je me raccroche à ça. Alors, du coup, la question que j'ai envie de te poser, c'est outre l'environnement quand même qui est diversifié, où il y a toute cette diversité d'horizons, de vécus et tout qui rencontre. Est-ce que tu as mis en place, toi, des choses peut-être Est-ce que tu as, par les lectures peut-être déjà, tu vois, depuis tout petit, comment est-ce que tu as pu mettre en place ça vis-à-vis de cette vision du monde ? Oui, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que je me suis aperçue que je n'arrivais pas, voire que c'est pas possible, en fait, d'influer réellement sur les comportements. C'est-à-dire, je peux pas faire le poids face à l'école. Je peux pas faire le poids face aux écrans. Je peux pas faire le poids face à la street. Je fais pas le poids face au reste du monde et à son caractère et à sa nature et à tout ça. Donc, j'ai accepté que il serait qui il est et que si ce qu'il est c'est tu vois, ok. En revanche, effectivement, je lâche rien sur la nourriture intellectuelle que je lui donne. Donc, les bouquins qu'on va lire, les jeux qu'on va faire, les réflexions qu'on va avoir, les choses que je vais pas laisser passer dans ce qui est dit, la manière aussi dont je parle, de toujours genrer au féminin ou au masculin, un président ou une présidente, c'est pas toujours... voilà. Donc on renvoie vers l'épisode qu'on a fait ensemble avec ce langage inclusif, que ce soit les mots épicènes ou le fait de toujours dire conducteur, conductrice. Voilà, c'est un truc que tu m'as donné, que j'ai pris moi pour mes enfants. Cool. Donc voilà, et ma fille du coup le répète ça. Ah, c'est cool. Le conducteur ou la conductrice du bus, t'as vu, il a pas mis son clignotant. C'est incroyable, tu vois. C'est trop bien. Et ça demande un petit effort intellectuel au début, et puis en fait après ça vient assez facilement. Ouais. Oui, après ça devient un réflexe. De la même manière qu'on regarde à gauche, on regarde à droite. C'est un homme ou une femme. Mais tu vois, à l'époque, donc ma fille, moi, elle était en instruction en famille. Elle est scolarisée maintenant. Et du coup, à l'école, elle a totalement intégré le masculin neutre. Mais elle est capable de le questionner. Et tu sais, des fois, je fais exprès. Moi, je faisais des ateliers à l'école où j'allais jouer aux jeux de société avec les enfants de sa classe. Et du coup, comme souvent j'avais plus de filles, j'utilisais le féminin neutre. Et c'est rigolo parce que quand j'utilisais le masculin neutre, ça la choquait pas. Mais quand j'utilisais le féminin neutre, elle était capable de me dire « Attends papa, t'as oublié de parler des garçons là quand même. » Ouais, c'est fou. Hein. Tu vois, non mais c'était hyper intéressant. Donc c'est voilà, ça se travaille, ça se construit, la réflexion, on discute. Donc t'as ces jeux-là. Petite question, est-ce qu'avec le papa, parce que mine de rien, ça reste son modèle genré masculin, tu vois. Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde là-dessus, même séparés ? Avec le papa, on est sur la même longueur d'onde. Après, évidemment, que moi, je propose un modèle de femme. Je suis une femme, je peux pas faire autrement. Donc, le modèle d'homme, c'est celui de son père. Et son père, il fait déjà comme il peut, effectivement. Et dans l'expression des émotions et tout, il fait ce qu'il peut. c'est pas une drama queen, hein, ça c'est sûr. Non mais c'est hyper intéressant parce que justement tu vois dans la construction de la masculinité de ton garçon, comment est-ce que ça se passe ? Est-ce que tu as l'impression que sur les émotions justement par rapport au modèle qu'on a pu avoir pour citer, j'aime bien citer Hermione dans Harry Potter qui dit que Ron a la capacité émotionnelle d'une petite cuillère et je trouve que ça convient à tellement de mecs, tu vois. Est-ce qu'avec ton garçon tu arrives à faire évoluer ça pour qu'il soit libre d'exprimer ses émotions, même en tant que garçon, quand il en a besoin, agréable comme désagréable ? Alors ça, je crois que c'est ma plus grande fierté, que je partage évidemment avec mon fils. Vraiment, il sait exprimer ses émotions, vraiment. Et il sait les nommer, il sait les exprimer, il sait les nommer, et il sait en être conscient. Il voit qu'il n'y arrive pas. Par exemple, la colère, il est facilement submergé par la colère. Et donc ça, il n'arrive pas encore à la canaliser tout seul, mais il commence à avoir plein d'outils, il est capable de dire qu'il est en colère, il est capable de... Et même, ça m'est déjà arrivé, tu vois, je lui dis... oh là, Antoine, je vois que tu as une émotion, etc. Tu es triste. Il me dit non, je suis pas triste, j'ai peur. Ou je suis en colère. Il différencie vraiment la tristesse, la colère, la peur, etc. Ça, c'est déjà très bien. Parce mais c'est incroyable. Dans l'éducation des garçons, souvent, tout ce qui est désagréable devient colère. C'est ça, devient colère. Et là, lui, non, il fait la différence. Et puis, il est très, très, très émotif. Et notamment, il arrive aussi à voir que il peut avoir des émotions, des larmes, mais qui ne sont pas de la tristesse. C'est juste, ça l'a ému, ça l'a touché. On a parlé de ce petit garçon, cette petite fille. Voilà. Il a une capacité d'empathie qui est hallucinante. C'est-à-dire qu'il peut vraiment fondre en larmes parce que je lui raconte l'histoire d'un enfant qu'il ne connaît même pas, voire d'un enfant fictif. Et il fond en larmes. Et il m'en reparle plusieurs jours après.
Et alors, tu sais, le petit garçon, tu m'as parlé, comment ça va se passer pour lui? Enfin, ça, c'est sa nature, l'empathie, mais la capacité d'exprimer ses émotions et de les nommer, de les différencier, de les conscientiser, ça, je pense que c'est vraiment quelque chose vers lequel je l'ai guidé. Enfin, je pense que je l'ai accompagné vers ça. Comment t'as fait? Il y a eu on en avait parlé dans le précédent épisode, mais à l'année de mes 40 ans, j'ai vécu une série de drames. Toute ma famille est morte. Et donc, cette année de catastrophe a fait que pendant ce temps-là, j'étais plus du tout présente en tant que mère. Enfin, j'étais vraiment. Donc, je gueulais sur mon enfant du matin au soir. Lui allait très mal, j'allais très mal. Enfin, tout le monde allait très mal. Et en fait, le jour où je me suis rendu compte que je lui criais dessus de 8h à 20h, je me suis dit, ça va pas être possible. Il n'y a pas moyen que ça se passe à ma vie. Et donc, je me suis vraiment renseignée, mais fort, quoi. Enfin, je me suis formée à l'éducation bienveillante et à la CNV, tout ça, à travers. Enfin, il faudrait peut-être en bio, je te ferai passer les références, mais je pense que j'ai dû lire une dizaine de bouquins, écouter une demi-douzaine de podcasts. Enfin, je me suis vraiment formée, quoi. Donc, j'ai été aidée par des pros extrêmement compétents et compétentes, sans qui j'aurais jamais pu mettre tout ça en place. Enfin, et d'ailleurs, je me suis rendu compte que moi-même, j'étais aux fraises sur ces sujets-là, quoi. Généralement, on est aux fraises sur le rapport à l'enfant de manière générale, mais aussi dans le rapport de domination, tu vois. Mais c'est fou. Hein. Parce que, tu vois, les notions, encore une fois, petite aparté, tu vois, mais quand tu te décrivais comme femme blanche, bourgeoise, hétérosexuelle, cisgenre et tout, on nomme jamais adulte. Oui. Alors que c'est une situation de privilège. Tu vois. Mais évidemment. Et on le nomme jamais. C'est tellement intégré que c'est même pas pensé. Mais même dans les mouvements féministes, tu vois, c'est juste pas pensé en fait. Ouais, c'est un impensé total. Exactement. On le questionne. Le privilège de l'adulte. De l'adulte, dans une société qui est adultiste et infantiste. Voilà, je renvoie l'auditoire à l'épisode avec Lélia Benoît pour la définition et tout. Mais oui, et quand tu découvres ça, oui, ça ouvre d'autres perspectives. Ouais. Quoi. Mais j'avoue que ça m'a fait un gros choc quand je me suis effectivement rendu compte que j'abusais. Il avait quel âge à ce moment-là ? Il avait 3 ans. Okay. Enfin, 2-3 ans, c'était la période de drame. Et 3-4 ans, la période de prise de conscience et de travail sur moi-même. Et à partir de là, tout a changé. Enfin, je veux dire, vraiment. Et aujourd'hui, on a une relation. La relation que j'ai avec mon fils, mais elle est incroyable. Enfin, à part certaines périodes de vacances scolaires où, tu vois, où d'un coup, on va être pendant 3 semaines ensemble, 24/24. Nos intérêts finissent par trop diverger. C'est-à-dire, moi, je finis par avoir besoin de solitude. Lui, bien sûr. Donc, et là, effectivement, il peut y avoir des moments pas cool, notamment où on se met à crier. C'est un peu notre coin sombre à tous les deux. Mais à part ces moments-là, en fait, c'est une fois par an, c'est les grandes vacances, quoi. En vrai, le reste de l'année, c'est incroyable comme c'est fluide, comme on arrive à se dire les choses, et puis comme on se dit qu'on s'aime, qu'on est bien ensemble, qu'on passe des bons moments. Tu vois, il y a ici vraiment une joie, une manière de profiter. Oh merci maman, tu sais, c'est vraiment, ça me touche beaucoup que t'aies fait ça. Oh mais mon chéri, je te jure, c'est des bisounours, quoi. Et puis j'avoue que ça aussi, je le dis aux parents qui se séparent et qui pourraient avoir peur de. En fait, moi, je découvre donc, ça fait maintenant plusieurs années, mais la relation en solo avec un enfant. Mais c'est merveilleux. C'est merveilleux. Il y a des choses formidables, évidemment, dans la relation en famille. Mais moi, je me rends compte que je suis plus à l'aise dans une relation en tête-à-tête avec un enfant qu'avec un autre adulte. La triangulation, elle me pète le cerveau. Je sais plus à qui je m'adresse. Je me sens tiraillée toujours entre l'adulte et l'enfant. C'est pas le même câblage. J'ai pas les mêmes. Mon cerveau fonctionne pas pareil. J'ai pas le même vocabulaire. J'ai pas les mêmes réflexions. Je suis pas au même endroit et je suis pas bien. Du coup, je suis bien ni avec l'enfant ni avec l'adulte. Et c'est toujours des moments que je ressens comme déséquilibrés et inconfortables. Et là, ces moments où je suis seule avec mon fils, c'est les dîners, les soirées, les trajets. Mais je les adore. Et même, donc j'ai un homme dans ma vie maintenant qui s'entend très bien avec mon fils et que mon fils apprécie beaucoup. Et souvent, ils ont on se fait. Mais bof, moi je suis pas à chaque fois. Alors que vraiment, ça se passe bien et c'est gay. Moi, je suis bien seule avec toi et seule avec toi. Ouais, mais vraiment, j'aime bien séparer. J'aime bien être une amoureuse ou une maman. C'est intéressant. Ça, tu vois, les deux en même temps, j'arrive pas. Il y a un vrai sujet d'identité, quoi. Ouais. Okay. Ouais. J'arrive pas. J'ai l'impression que du coup, je donne la moitié à chacun
T'arrives pas à associer ces identités ensemble de manière équilibrée, quoi. Non. Après, l'associer ces identités de manière équilibrée, ça s'appellerait la famille. Ouais. Et j'avoue que je n'ai jamais connu de famille, moi. Ouais. Je sais pas ce que c'est. J'ai jamais vécu en famille, j'en ai jamais eu. Te chercher quelque part, alors. C'est possible, au départ, tu vois, je me disais, ça se trouve, c'est la représentation patriarcale, tu vois, de la mère, la putain et la Vierge. La Vierge, voilà, qui vient peut-être, tu vois, c'est ça, peut-être que ça en fait partie aussi. Je pense que ça en fait partie aussi, mais peut-être que toi, en fait, oui, du coup, ça serait faire famille, tu vois. C'est que j'ai pas de référent famille, moi. Je sais pas ce que c'est. Vécu, c'est pas évident. Comment c'est, à ton avis, alors, je sais pas si c'est une discussion que vous avez, mais du coup, comment il le vit, ton garçon, que tu sois aussi engagé dans le féminisme? Comment est-ce qu'il le vit, que ton combat quotidien, ça soit de lui enlever des privilèges? Je crois qu'il n'a pas encore compris. Dieu merci, il n'a pas encore compris. Il va le comprendre à un moment. Je sais, il va le comprendre à un moment. Ouais, il va le comprendre à un moment, bien sûr. C'est des sujets que vous abordez un peu, ton militantisme, voilà. Oui, on l'aborde, mais je sens que ça le traverse. Enfin, tu vois, il capte pas très bien, il capte certaines choses parfois. En fait, il est très sensible, comme beaucoup d'enfants, hein, je pense, à l'injustice. Et donc ça, il capte très bien. Tu vois, dès que j'arrive à lui faire comprendre des situations d'injustice dues au sexisme ou à l'homophobie, ou il le comprend très bien et ça le révolte et il est lui-même. Voilà. Mais après, je vois bien qu'il n'a pas encore la capacité, tu vois, de passer à la vision supérieure et de voir du coup les conséquences, les ramifications. Et il n'arrive pas à conceptualiser, il n'arrive pas, comme j'y connais rien en enfant, je ne sais pas si c'est normal parce que c'est son âge ou si c'est juste qu'il n'est pas encore intéressé par ces choses-là. Mais en tout cas, je vois bien que c'est pour l'instant pas du tout un sujet qu'on peut théoriser, quoi. Tu vois, on peut avoir ponctuellement des petites choses anecdotiques, tu vois, exemplaires, quoi, mais ça va pas au-delà. En revanche, ce qu'il commence à percevoir, et ça c'est un peu chelou, c'est ma notoriété. Et notamment, ma notoriété auprès des mères de ses copains et ses copines. Ah oui. Et c'est là qu'il y a un truc de genre qui se passe. Parce qu'il le voit bien, ça, il le sent. Que c'est les mamans qui viennent dans la rue, puis ça arrive tout le temps. Tu vois, on vient me voir dans la rue maintenant, je sais pas, 2-3 fois par jour, en moyenne. Donc, il assiste à ça très souvent. On est au restaurant, excusez-moi, machin, dans la rue, excusez-moi. Donc, il assiste à ça. Quand il va chez ses copains-copines, il va, ta maman, elle, voilà. Moi, la question que je pose, c'est, du coup, on t'arrête dans la rue parce que tu es un idolâtre, la comédienne? Non. Ou parce que tu es la militante féministe avec son spectacle engagé? D'accord, ok. Ouais. Donc ça, du coup, il perçoit que ça a un vrai impact sur ta vie, comment les gens te voient, quoi. Ouais, et surtout qu'en plus, les femmes, à chaque fois, parce que c'est souvent des femmes, elles, justement, dans ce qu'elles viennent me dire, c'est très clair que c'est mon engagement. Et donc ça, il l'entend. Il entend des femmes. Tu vois, les femmes, elles viennent pas me dire oh bravo. Elles viennent me dire merci pour ce que vous faites. C'est important ce que vous faites. C'est important pour les femmes. Heureusement que vous êtes là. Enfin, et puis ça se voit, même s'il n'entend pas les mots, l'énergie est vachement solennelle. Enfin, il y a quelque chose de très, tu vois, très beau, très profond dans la manière dont ces femmes viennent me parler, la manière dont je leur réponds. Très souvent, ça arrive très souvent qu'elles pleurent. Tu vois, ça dure. C'est des rencontres qui durent 20 secondes. Mais où il y a une larme qui est versée, un câlin qui est fait, on se prend la main. Enfin, c'est souvent des choses qui sont très, très intenses. Et ça, je vois qu'il le capte complètement. Et il le capte complètement et je vois que ça lui fait quelque chose de positif, mais aussi comme un truc pas de responsabilité, mais de... Il fait partie du truc, quoi. Oui, c'est ça. Il se passe quelque chose. Ouais. Il y a quelque chose d'important. Voilà, qui se passe avec ma maman, et ma maman, c'est ma maman, c'est un peu moi aussi. Ça, il le dit souvent. Genre, mais si ta maison, elle est à toi, elle est aussi un peu à moi. mais je sens que sur cette cause, ça lui fait un peu pareil. D'accord. Mais si toi, t'es importante dans la vie des femmes, moi, je suis important aussi un peu. Je sens qu'il se sent un peu intégré à ce truc-là. Ouais. Okay. Donc, je sais pas ce que ça lui fera et comment ça va évoluer en lui. Pour finir, si t'avais, en tant que mère engagée, féministe, voilà, imaginons t'as tous les pouvoirs dans notre pays, ta volonté fait loi, si tu avais une ou deux choses à faire pour les garçons, dans un objectif d'équité, d'égalité, de parité, si tu avais t'as tous les pouvoirs politiques et sociaux, qu'est-ce que tu aimerais la première chose que je fais, c'est abolir le masculin l'emporte. D'accord.
Et donc, ça veut dire changer le préambule de la Constitution. C'est plus les droits de l'homme, c'est les droits humains. Ça veut dire changer toutes les communications nationales, municipales, d'éducation, etc. Enfin, tout ça est changé. Et ça veut dire changer la devise. Tu sais que depuis, ma fille, elle a appris à lire, tu vois. Dans la commune où j'habite, il y a une espèce de panneau lumineux, là, où ils mettent les infos de la commune. Et il y a un des messages, c'est à 16 ans, tous les Français doivent être recensés. Doivent se présenter à la mairie pour être recensés. Un truc comme ça. Pas moi. Et en fait, du coup, elle s'arrête, se plante devant, elle commence à le déchiffrer, tu vois, lectrice débutante. Je lui explique le mot recensé, tu vois, puisqu'elle ne connaissait pas. Et à la fin, elle me dit, mais pourquoi ils font ça qu'avec les garçons ? Et bam. Non, mais c'est tellement évident. Mais c'est tellement évident. Donc, Et moi, maintenant, je me fais réflexion à chaque fois. À chaque fois que j'entends les clients ont le droit de machin, je dis, ah bon, pas moi, pas de bol. Oui. Maintenant, à chaque fois que j'entends les clients, les travailleurs, les machins, je dis, et sinon, pour les clientes, pour les travailleuses, et pour les femmes, et pour nous, et pour moi. Mais je le dis à chaque fois maintenant, même si c'est dans ma tête. Oui, mais il faut. Et en fait, tu te rends compte que oui, on n'est jamais pris en considération, on n'est jamais nommé, on n'est jamais cité, on n'existe pas. Pas pensé, quoi. On n'est pas pensé. On vit dans un pays de Français et dans un monde d'hommes. Par les hommes et pour les hommes. Ouais, et on n'existe pas. Donc, pour toi, la première chose, ça serait, encore une fois, de passer par la langue, quoi. Parce que la langue, pense avec des mots. Pensée, on pense avec des mots et on ne pourra pas changer le monde. On change le monde avec des pensées, on pense avec des mots. On n'a pas le choix. Tant qu'on n'aura pas les bons outils, tant qu'on genrera tout au masculin, notre monde sera masculin. Il y a pas... C'est impossible. Je pense qu'on ne peut prendre aucune décision, rien de ce qu'on peut faire ne pourra voir le jour sans ça. Merci beaucoup, Noémie. Merci, Cédric. C'était une joie, vraiment. Super. Ouais. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.